reçu le PS. Ils se lèvent jamais de bonne heure. Ça veut juste des passe droits. Ça sait pas élever les enfants. Ça pense juste à voler. Ça se plaint tout le temps. Ça comprend rien là. Ils savent pas comment s'habiller. Ça parle mal. Ça sait pas vivre. Ça sait pas se tenir en public. Ça fait toujours jouer la musique trop fort. Ça gaspille. Ça sait pas gérer son argent. Ça veut tout croche. Il vote même pas. Ça chiale tout le temps. Ça respecte rien. Ils ont plein de préjugés. Ça sait pas vivre. Ça reste écrasé devant leur TV. Ça lit pas de livres. Ils n'ont pas des bonnes manières. Ça vit dans les tours. Ça se lave pas. C'est des alcooliques. Ça perd son argent dans les machines à sous. Ça connaît rien à la culture. Ça voyage pas. Ça reste pogné dans sa misère. Ça connaît juste le hockey. Ça fera jamais de prix Nobel. Ça parle mal. Ça sait pas compter. Ça pense juste à leur char. Ça veut tout croche. Ça sait pas compter. Ça pense juste à leur char. Ça respecte rien. Plein de préjugés. Ça sait pas vivre. Ça reste écrasé devant leur monde. Ça comprend rien à la politique. Ça veut pas apprendre. Ça se fait vivre par les autres. Quand j'étais jeune, j'habitais dans un quartier pauvre. Un quartier ouvrier, il disait. Un quartier oublié. Le monde du reste de la ville avait une bien drôle de façon de parler de nous autres. Il disait, ce monde-là. Ce monde-là. C'était pas forcément méchant, mais c'était jamais vraiment le fun non plus. C'est comme si on était du petit monde à part. Une petite gang là, qu'on pouvait observer de loin, mais surtout pas fréquenter. Ah, puis c'est vrai, dans le fond, on vivait tous tassés du même bord de la voie ferrée. Ça faisait comme une grande ligne de métal, une frontière entre les nous autres et les eux autres. C'est à croire que nos ancêtres étaient tous débarqués du mauvais bord du train. C'est dans ce monde-là que j'ai grandi. C'est dans ce monde-là que j'ai appris une affaire bien importante, une affaire qui m'a suivi tout le reste de ma vie. Quand t'as pas grand-chose, quand il te reste plus rien, ben tu vas toujours trouver le moyen de trouver une histoire à raconter à quelque part. Tu vas toujours trouver le moyen d'avoir une histoire à partager. C'est dans ce monde-là que j'ai grandi, puis c'est dans ce monde-là que j'ai appris. J'ai appris à rire. J'ai appris à pleurer. J'ai appris à tomber. J'ai appris à me relever. J'ai appris à aimer, puis j'ai appris à haïr. C'est dans ce monde-là que j'ai appris que pour profiter de la vie, ben des fois, il fallait vivre du moins bon aussi. Aujourd'hui, je vous invite à traverser la voie ferrée, à venir faire un tour dans mon quartier. Hein? Installez-vous sur ma galerie, on va jaser. Je vous invite à voir ce monde-là. Si vous en faites partie, ben installez-vous, faites comme chez vous. Toutes ces histoires-là, ben c'est à vous. Si vous venez de l'autre bord, ben bienvenue pareil. Ça sera pas un vin et fromage, là, à soir, non. Ça va être des restes de pizza fraîche et 6 Coors Light. Vous ne serez pas non plus assis dans un fauteuil vintage, là, ou dans un petit vin Ikea. Non, chez nous, pour s'asseoir sur la galerie, ben c'est des marches qui mènent au 3e étage. Ben non, les vieilles chaises de cuisine qu'on a gardées de l'ancien set là, pour la galerie. Puis
si jamais ils sont encore mouillés du dernier orage, ben inquiétez-vous pas. On va vous passer une serviette, ça va vous garder au sec. Ah oui, vous pouvez emmener vos enfants aussi. Emmenez-les. Ah, ils vont pouvoir jouer dans la ruelle avec ceux du voisin. Ah, puis là, en coup partie, je m'excuse d'avance. Je m'excuse parce que des fois, on a tendance à sacrer. On a tendance à sacrer, puis je m'excuse aussi de ne pas avoir pris le temps de repayer, puis je m'excuse pour notre humour un peu déplacé, puis tous les petits malaises qu'on a causés. On reste du monde assez simple, même si des fois notre simplicité est un peu compliquée. Je m'excuse aussi pour l'allure de ma galerie. Parce que ma galerie, elle ne donne pas sur une rue bien fréquentée. Là. Non, ma galerie, elle donne sur une ruelle. Une ruelle pas toujours belle. Une ruelle, des fois, qui sent pas bon, coincée entre les bacs à vidange, les clôtures branlantes et les vieux balcons. C'est là-dedans qu'on va partir à la chasse. Vous puis moi, ce soir. On va partir, pas pour trouver des fantômes ou ben non des monstres, non. On va partir à la chasse. On va chasser des galeries. Des galeries, dans le temps, là, où est-ce que les histoires, ils venaient s'asseoir patiemment, là, puis qui attendaient qu'on finisse notre journée, là, pour qu'on prenne enfin le temps de les écouter. Les galeries où nos mères s'arrêtaient le soir entre deux brassées de lavage pour en faire le monde puis jaser avec les voisines. C'est avec tout ça, moi, que j'ai fait un spectacle. J'ai fait un spectacle où les histoires viennent s'asseoir. Où les histoires viennent s'asseoir puis ils nous attendent. Ils nous attendent pour qu'on prenne enfin le temps de les écouter. Parce que dans le fond, les histoires, ils sont exactement comme vous et moi. Ils sont comme vous et moi. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on attend, tout ce qu'on espère, c'est qu'il y ait du monde qui prenne enfin le temps de nous écouter. Il y en a souvent qui me demandent pourquoi je ne suis pas dans une vraie salle. Je pourrais faire des vrais spectacles. C'est pas que je ne veux pas essayer. Mais des fois, tu as beau avoir la meilleure volonté du monde, tu as beau avoir pensé à tout préparé, mais ça ne marche juste pas. Ça m'est arrivé une fois d'une belle salle. Une belle salle là, décorée là, avec du velours, ses murs, des spots, puis de la belle décoration. Il m'avait invité pour aller conter mes histoires là-bas. Hey, je vous dis que ça, c'est pas mon habitat naturel. Hein. Les messieurs en cravate puis les madames en robe. Là. Mais je me disais, c'est une belle occasion de partager mes histoires. Donc, je suis allé. J'arrive là, puis je m'installe, puis pas mal d'avance. Puis là, je suis dans l'âge, puis le spectacle arrive, puis là, je suis sorti. Je suis sorti prendre un peu l'air. Bon, si j'avais compté cette histoire-là il y a 15 ans, j'aurais dit, je suis sorti fumer une cigarette. Mais bon, on a évolué, hein? Donc, je suis sorti prendre l'air. Fait que je suis là, en arrière de la salle, par une porte là, arrière. Je suis en arrière, puis j'ai la lune dans le ciel, puis plein d'histoires dans la tête, puis tout d'un coup, je pense à mes affaires, comment je vais commencer le spectacle. Puis là, bang! Il y a un coup de vent. La porte de la loge se ferme. Là, j'ai beau cogner, j'ai beau crier, j'ai beau shaker à la porte comme je pouvais, j'ai beau crier, il n'y a personne pour m'ouvrir. Puis là, moi, je vois l'heure qui avance. Puis le spectacle est sur le point de commencer, puis moi, je suis dehors. Puis j'ai pas le choix. Je vais être obligé de faire le tour puis de passer par la grande porte de la salle. Et quand je suis arrivé là, j'arrive à la grande porte, il y a un gars, un préposé là, de la salle à l'accueil. Il me dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Sors d'ici, ça prend des billets pour être là. » Là, tu sais que ça ne va pas bien se passer quand un préposé d'une salle de spectacle te parle bête. Ben, je dis, excusez, c'est parce que c'est moi l'artiste qui va se produire à soir là, pour le spectacle. Puis je me suis embarré dehors, fait que je voulais juste repasser là, par la grande porte pour rentrer et aller faire le spectacle. Il dit, ouais, c'est ça. Il dit, là, si tu n'as pas de billet, là, tu t'en vas. Puis si tu es mal pris, ben, il y a des refuges pas loin. Il pensait que j'étais un itinérant. Dans sa tête, là, je n'avais pas ma place là.
J'ai eu beau essayer de négocier, j'ai eu beau essayer d'y expliquer, j'ai eu beau parler comme je pouvais. Il a même appelé du renfort. Il a appelé du renfort, puis ils m'ont sorti. Ils m'ont sorti de la salle, je me suis retrouvé sur le trottoir. Puis là, l'heure a avancé, puis le spectacle finalement été annulé, ils ne m'ont pas trouvé. Le public est sorti tranquillement, l'air déçu, puis moi j'étais là sur le trottoir comme un vieux figurant oublié. Le lendemain, on m'a rappelé. On m'a rappelé, puis on m'a dit qu'on pouvait reprogrammer le spectacle. Mais pour éviter les incidents fâcheux de la veille, on me suggérait fortement de m'habiller de façon plus convenable. J'ai pas eu besoin d'une grosse réflexion pour leur dire non. Parce que si je suis obligé de changer qui je suis pour aller jouer dans ces salles-là, ben ça faisait rien qu'une affaire. Ça veut dire que ces salles-là, ben c'est pas ma place. Ce jour-là, j'ai compris. J'ai compris que ma scène, à moi, c'est pas les belles salles décorées puis bien éclairées. Ma scène, à moi, c'est les parcs, les ruelles, les galeries, les rues, les salles perdues au fond d'un musée. C'est là que j'ai trouvé mon vrai public. Ouais, et des enfants qui viennent jouer autour une couple de minutes puis qui s'en vont, qui ont fini de jouer. Des vieux qui m'écoutent en hochant la tête, en n'étant pas certains de comprendre tout ce que j'essaye de leur dire. Des voisins qui m'offrent un café, des familles qui m'invitent à souper. Tranquillement, mes histoires ont commencé à faire partie de leur quotidien. Puis, vous savez quoi? J'ai jamais été aussi heureux. Parce que pour moi, conter des histoires sur une scène, c'est pas juste briller en dessous des spots. Conter mes histoires, c'est tendre une histoire comme on tend la main. C'est dire au monde, vous comptez pour moi. Vos vies comptent. Vos galeries, vos ruelles comptent pour moi. Votre réalité compte. Votre humour compte. Vos histoires comptent. Justement, parlons-en des histoires. Hein? Parlons des légendes. Tiens, des légendes. Il y a bien du monde qui pense que ces histoires-là, c'est juste des affaires écrites dans des vieux livres perdus dans des bureaux, au fond d'un musée ou d'une vitrine enfermée là, qu'on ne peut pas toucher. Ben moi, je pense le contraire. Ces histoires-là, ça a été écrit par du monde comme nous autres. Ça a été écrit par du monde comme nous autres qui voulaient comprendre, qui avaient peur, qui se posaient des questions, puis par le détour, ils se sont permis de mettre un peu de magie là-dedans. C'est pour ça qu'avec Chasser les galeries, je me suis donné la permission. Je me suis donné la permission, puis je vous la donne aussi à ce soir. Je vous donne la permission de prendre ces histoires-là à bras-le-corps, puis de les ramener dans vos vies, de les ramener sur vos galeries, pour que ces histoires-là, encore aujourd'hui, ils vous parlent. Pour que ces histoires-là, ils vous parlent dans votre langue, avec votre accent, avec votre humour. Parce que ces histoires-là, dans le fond, ils ont été écrites par du monde ordinaire, dans le temps. Puis, je ne veux pas vous faire de peine, mais le monde ordinaire d'aujourd'hui, là, ben c'est nous autres. La première histoire que j'attaque officiellement, c'est un grand classique. Un grand classique, la chasse, inspiré de la chasse-galerie. Puis là, je suis désolé pour ceux que... Moi, j'ai entendu cette histoire-là conter des centaines de fois, toujours à peu près de la même manière. Puis là, moi, je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait faire pour que cette histoire-là nous interpelle encore aujourd'hui. Puis je me suis permis de la faire à ma sauce. Fait que s'il y en a que ça offusque, je suis désolé, vous viendrez au musée voir les histoires. L'histoire en question, c'est l'histoire de Baptiste. C'est Baptiste Durand. Hey, Baptiste, lui, c'est un bon gars. C'est un bon gars, il est fin, il est brillant, il est travaillant, il est honnête, il est drôle en plus. Mais Baptiste, là, malgré toutes ses qualités, il a un défaut, un vilain défaut.
il a tendance à se mettre dans le trou. Je ne sais pas si vous en avez du monde comme ça dans vos entourages, là. Ils sont fins, ils ont plein de qualités, mais quand ils sont toujours dans le trou. Ben, Baptiste, c'est comme ça. Moi et Baptiste, on peut dire, on était amis. Mais là, des vrais, des amis, là. Pas des amis sur Facebook, là. Hein? Des vrais. Puis la gang autour de Baptiste, ben sa gang, on avait aussi un vilain défaut. La gang de Baptiste avait tendance à le suivre quand il se mettait dans le trou. Non. Fait que l'histoire commence officiellement un 31 décembre au soir. On est la veille du jour de l'an. La plupart du monde de la gang sont chez nous, on est dans la cuisine, on attend, on va aller au salon s'installer pour écouter le bye-bye. À un moment donné, ça cogne à la porte. On va ouvrir. C'est Baptiste qui est là. Baptiste, il arrive, puis il rentre dans la cuisine, puis il nous annonce qu'il vient de se faire une petite blonde sur les internets, sur Tinder, qu'il appelle. Puis là, sa blonde a vie à Lavaltrie, puis il voulait aller la rejoindre pour le party du jour de l'an. Puis il se trouve qu'il nous raconte que sa blonde a 7 amis. Puis il voudrait nous les présenter. Fait qu'il voulait qu'on monte toute la gang à Lavaltrie. Là, premièrement, il a été obligé de nous expliquer c'était où, Lavaltrie. Puis là, pendant qu'il nous parlait de ça, il y en a un qui se permet de regarder sur Google Maps. Il dit, Baptiste, je ne veux pas casser toute ta patente, là, mais c'est un peu loin. C'est un peu loin parce que M. Google ici t'a dit que Lavaltrie, à pied, ça prend 20 heures. En bicycle à pédale, ça prend 6 heures, puis en auto, ça prend 1 heure. Le problème avec la dernière proposition de M. Google, c'est qu'il n'y a pas personne dans la gang qui avait de char. Donc là, Baptiste, il se lève bien solennel au bout de la table de la cuisine, il se lève debout et il dit « Inquiétez-vous pas, j'ai pensé à tout. » Là, petite parenthèse ici, quand vous avez du monde comme Baptiste dans votre entourage qui vous disent de ne pas s'inquiéter, qui ont pensé à tout, c'est exactement à ce moment-là qu'il faut commencer à s'inquiéter. Il nous dit de façon très solennelle, chasse-galerie. Là, nous autres, la gang, on n'a pas réagi. Je ne sais pas pourquoi. On aurait dû avoir une réaction parce qu'on avait beau pas être bien connaissant des histoires de la vie en général et tout ça, on connaissait nos classiques. On connaissait la légende, là, puis les canaux, puis tout ça. Mais on n'a pas eu de réaction. On l'a laissé continuer. Il nous sort son téléphone cellulaire. Puis là, il nous dit qu'il a été sur le dark web. Il a trouvé un site qui s'appelle www.chassegalerie.com. Sur ce site-là, il disait qu'il pouvait nous envoyer partout où on voulait, d'un claquement de doigts. Tout ce qu'il fallait, c'est s'abonner à un forfait. Le forfait de base coûtait 9,99 par mois pour le reste de l'éternité. Là, pendant qu'il nous explique tout ça, il y a un gars de la gang qui dit « Baptiste, encore une fois, je m'excuse, mais je suis pas à l'aise avec ça, là, le tactique, le démon, puis ces affaires-là, le diable, je le sens pas. » Baptiste, il dit « Hey, fiez-vous à moi, là. Je le sais, ces affaires-là, le diable, le démon, là, c'est juste du folklore. Ça n'existe pas pour vrai. Je le sais, j'ai vu ça sur TikTok. » Ah. Encore une fois, la gang, je ne sais pas ce qu'on avait ce soir-là, on devait être en mode veille ou quelque chose, pas de réaction. On trouvait que ça nous a rassuré ce qu'il nous a dit. On clique sur confirmer la commande, ajouter au panier, on confirme la commande, et là, tout d'un coup, je ne sais pas où Baptiste a pris son idée que le diable et le démon, c'était juste du folklore, parce que le coup de tonnerre, éclair, les flamèches, boucanes, les folklore qui est apparu debout sur ma table de cuisine. On est là, 8 gars autour de la table, la bouche grande ouverte. On se retourne, on regarde Baptiste, lui qui essaye de se donner un peu de contenance, et nous dit c'est bien fait, pareil, hein? Ils appellent ça un hologramme. J'ai vu ça sur YouTube. Fait que là, l'hologramme en question, il se retourne et il nous demande qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs. Baptiste, il explique toute son histoire. Le démon, il dit pas de problème, vous vous emmenez où c'est que vous voulez. Là, on a le temps de parler du moyen de transport. Puis là, nous autres, on ne voulait pas que le démon il pense qu'on était des nonos. Là. On a pris les devants parce qu'on connaissait l'histoire. On a dit, ben oui, on est au courant, là, le canot d'écorce, puis tout. Et là, le démon est parti à rire. Et le même petit rire dédaigneux là, qu'un adolescent peut faire après qu'on y ait parlé des années 90. Là. Puis là, il nous dit, les gars, peut-être tellement 1800 votre affaire, là, arrive en ville, on a évolué.
On a des moyens de transport modernes, et là, les 8 gars de la gang, on se met à rêver, tout. Hey, une ride à la Valprie, en Porsche, en Mercedes, en Ferrari. Et là, le démon s'installe sur ma table, puis là, il commence à faire ses incantations, puis il dansait comme ça sur ma table de cuisine. Et là, il bouge, puis il fait ses incantations, puis là, ça bouge. Puis là, tout d'un coup, je ne sais pas où le démon s'est trompé dans ses incantations, mais il nous a fait apparaître une Yaris. Une Yaris noire, avec des vitres teintées, des néons en dessous, 2 flammes de dessinées sur le côté, hein? Des cils autour des phares en avant, 2 drapeaux du Canadien et les fenêtres en arrière, avec en prime, dans le système de son, du Taylor Swift qui joue en boucle. Je ne sais pas à quoi ça peut ressembler l'enfer, mais d'après moi, c'est pas loin de ça. Et là, on est là, 8 gars qui regardent par la fenêtre de ma cuisine, on regarde dans le stationnement en arrière, puis on est un peu déçus. On est aussi déçus que des enfants qui viendraient d'apprendre que le Père Noël n'existe pas. Le démon s'approche, puis il dit, qu'est-ce qu'il y a, les gars, vous n'êtes pas contents? On dit, parce que c'est une Yaris. Il dit, ouais, mais elle est noire. Vous êtes peut-être noir, mais ça reste une Yaris. Il dit, ouais, mais les néons, vous avez vu les néons? J'ai mis des vitres teintées en plus. Ouais, mais ça reste une Yaris. Ouais. Puis là, je vous ai mis des cils autour des phares, j'ai mis ça gratis, puis le Taylor Swift dans le système de son, il y en a un dans la gang qui s'est choqué. Il a dit, oui, mais ça reste quand même une Yaris. Là, je pense que le démon n'a pas aimé ça, se faire crier après. Hey, encore une fois, tonnerre, éclair, tremblement de terre. Et là, il nous regarde, puis il dit, écoutez bien les gars, là, vous pensiez à quoi? Vous m'appelez le 31 décembre, au soir, à 9h30, vous pensez quoi, que tous les chars de luxe allaient vous attendre? Hey, on dit, vous la prenez, là, ou pas? Ben là, on a décidé qu'on la prenait. Baptiste, lui, il s'est pitché en arrière du volant parce qu'il dit, hey, c'est moi qui l'ai loué, c'est moi qui conduis. Donc, Baptiste, loué, là, franchement, c'est un pacte avec le démon qu'on vient de faire. Tu n'as pas loué ça à Communauto, là. Hein? Fait que là, il s'installe, puis là, on est tout là. Mais là, je ne sais pas si vous êtes plutôt visuel ou auditif, je ne sais pas, mais on va quand même essayer de faire une démonstration claire. D'un côté, il y a une Yaris. De l'autre côté, il y a 8 gars. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, une Yaris, 8 gars. Ça a pris un paquet d'ingéniosité pour joindre les deux ensemble. Alors, on a réussi. Il y en a un qui s'est mis dans le coffre, il y en a un autre qui s'est mis ses genoux de l'autre en arrière. Il y en a même un qui avait les pattes qui dépassaient à travers la fenêtre, puis ça faisait comme un fanion là, qui flottait au vent. Et là, on vient pour partir, mais là, le démon dit, attendez, il y a des règles. Il y a des règles à respecter. Ah, encore une fois, on veut prendre les devants. On dit, ben non, on est au courant. Il ne faut pas accrocher les clochers d'église. Il part à rire encore une fois. Il dit, les gars, là, vous avez besoin d'une sérieuse mise à jour. Là. Il dit, les clochers d'église. Oui, c'est plus ça, là, on a évolué, il y a eu du progrès dans la société. Là. C'est les taux 5G à cette heure qu'il faut éviter. Il dit, parce que moi, je passe mon message par là. Puis ça peut entrer en conflit avec la Yaris. Fait que ça risque de la mettre en mode veille. Ah, c'est correct. Et c'est la deuxième règle. On est au courant. Les sacs. On n'a pas le droit de sacrer. Il dit, les gars, là, oui, les sacs, mais vous étiez où dans les dernières années? Il y a eu du progrès dans la société, là, même pour moi. Hein? C'est les sacs, mais c'est aussi les mots offensants. Là, nous autres, on dit, c'est les mots offensants. Il dit, ouais, vous ne dites pas de mots offensants durant le voyage. Là, c'est quoi les mots offensants? Là, même le démon avait l'air mêlé sa question. Parce qu'il nous dit les mots offensants, là, ce qui est intéressant avec ça, ce qui est spécial, c'est que les mots offensants, on le sait qu'ils sont offensants une fois qu'on les a dit. Fait que là, on dit, dans ce cas-là, on ne peut bien pas parler. Il dit, c'est ça, parlez pas du voyage. Puis, troisième règle, pas d'alcool. Et nous autres, on était tellement pressés, puis on avait tellement hâte de se retrouver au party de la Valprie, qu'on a dit au diable, oui, c'est correct, on va respecter toutes tes règles.
Entre vous et moi, je pense que le démon il a été un peu naïf. 8 gars qui partent pour aller dans le party du jour de l'an, pour rencontrer des filles, et qui te promettent de ne pas boire, puis de ne pas dire d'affaires déplacées. Il fallait être un peu naïf pour croire à ça. Mais le démon nous a cru. Fait que finalement, on part. On part. Et là, on part. On ne roule pas sur l'autoroute. On vole. On vole. On vole au-dessus de la route, au-dessus des ponts, au-dessus de la rivière. On fait. Je ne sais pas, le voyage a pris combien de temps, mais la toune de Taylor Swift a eu le temps de jouer une fois et demie. Fait qu'on arrive à la Valtrie. On s'installe dans le stationnement du Fritomax de la rue Notre-Dame. C'est là que le party était. Et là, on rentre en dedans. La petite blonde que Baptiste a faite, elle l'a reconnue. Elle est venue nous rejoindre. Elle est venue nous rejoindre avec ses amis. Quand les filles sont arrivées, il avait l'air bien fine, là. Elle était sûrement bien fine, mais il y en a une qui avait un chandail du Canadien. Il y en a une autre qui avait 2 boucles d'oreilles en néon. Il y en avait une qui avait 2 tatous de flammes sur le côté, comme ça. Il y avait une qui avait des lunettes fines, il y en avait une qui avait des longs. Il y avait l'air fine, mais il y avait tout un point commun avec la Yaris. Fait qu'on est resté méfiants. Le party commence. Hey, ça bouge, ça chante, ça danse. Il y a eu des concours. Hey, je ne veux pas me vanter, là, mais vous avez devant vous le gars qui a gagné le concours de Gangnam. Le concours du Gangnam, la Macarena. J'ai gagné le concours de la Macarena. Et là, durant la soirée, moi, je me retourne, je vois tout le monde de la gang, tous les gars de la gang, en train de boire, de sacrer. Et là, je me dis, hey, si le démon nous voit, on va être dans le trouble. Fait que je ramasse tout le monde, on s'en va dans le stationnement, je fais le décompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en manque un. Baptiste. Je retourne en dedans. Il est en train de faire des concours de calage de pichets de bière. Et je te le ramasse. J'arrive dans le stationnement, puis là, on vient pour partir. Et là, tout le monde avait trop bu, sauf moi. Moi, je ne bois plus. Et là, les gars m'ont élu, à l'unanimité, chauffeur désigné. Mais moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que, en fait, les gars sont choqués. Ils ont dit, tu comprends pas le concept de chauffeur désigné? Celui qui n'a pas bu, c'est lui le chauffeur désigné. J'ai dit, je comprends ce concept-là. Je comprends très bien. Mais je sais aussi que le concept en question exige que le chauffeur ait un permis de conduire, chose que je n'ai pas. Là, pendant qu'on discutait, Baptiste s'impatiente, il nous tasse tout, il s'installe au volant. Hey, c'était lui le plus sous de la gang. On a dit, Baptiste, tu peux pas, t'es trop sous. Il dit, les gars, l'auto, là, elle vole dans les airs. Qu'est-ce que vous voulez que j'accroche? Encore une fois, on trouvait que ça avait bien de l'allure, ce qu'il nous disait. Hey, c'est comme, fait qu'on s'installe. Et là, Baptiste, il part le char. On arrive, quand on est arrivé en haut, on est resté un peu surpris. On a pogné, comme qu'il dirait, l'heure de pointe. C'est comme si tous ceux qui avaient pactisé avec le démon, c'était donné le mot, qui avaient décidé de rentrer chez eux à la même heure. Il y avait de tout. Des Winnebago, des Mustangs, des camions, des Ford, il y avait même 2 Bixi et une trottinette électrique. C'est là finalement qu'on se trouvait bien chanceux avec notre Yaris. Et là, Baptiste est là, il essaie de zigzaguer à travers tout ça, en gardant les yeux, c'est sorti parce qu'il voulait poigner la sortie pour retourner aux Trois-Rivières. Et là, je ne sais pas si vous avez des amis comme ça, comme Baptiste, qui des fois sont gênés, quasiment gênés, mais ils sont gentils, ils sont agréables, tout ça, mais aussitôt qu'ils arrivent derrière un volant, ils deviennent des psychopathes enragés. Bien, Baptiste est exactement comme ça, mais en pire. Fait que là, on retourne en haut, et là, on est là, puis... j'allais oublier. Là, on arrive au moment de l'histoire où il va y avoir des sacres. Je m'excuse, je sais que ça peut offenser certaines personnes. Donc, j'ai pris des moyens. J'ai pris des moyens spéciaux pour ça, juste un instant. Je me suis doté d'un instrument hautement scientifique qui s'appelle un effaceur de mots offensants. D'accord? Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait le manipuler. Oui? Bon, attends, j'arrive. Alors, tiens, comme ça ici.
Alors là, on va faire un test. Hein, juste, là, ce qui va se passer, là, c'est pas dans l'histoire. Hein, c'est juste un test pour qu'on voit si on est en synchronisation, moi et toi. D'accord? Là, on arrive. On est au milieu de la nuit. Tiens, mon personnage, il se lève au milieu de la nuit pour aller aux toilettes, revient et il s'accroche le gros orteil sur la patte de la table de la cuisine. Et là, il dit « Ah ben, mot de corps, de table. » OK, parfait, parfait. On voit que tu as quand même une bonne facilité pour effacer les mots offensants. Un gars de gauche. Ben, j'ai surtout fait des cours, fait que je suis capable de dire... Mais ça va pas le dire, il a fait des cours. Mais non, les sacs... Ça va bien. OK, on y va. Donc, on tourne en haut. Et là, Baptiste est là, il essaie de dépasser, il se fait dépasser par tout le monde. À trouve fois que quelqu'un le dépasse, ah ben, os, de corps, de table, de corps. Et là, quand il arrive en arrière d'un qui avance pas assez vite, avance mon homme de table. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la Yaris a semblé pas aimer ça. Il y a eu une lumière rouge dans Yaris, puis il y avait une voix qui disait « Vous avez atteint votre quota de gros mots. » Et là, nous autres, on voulait convaincre Baptiste d'arrêter de sacrer. On ne savait pas ce qui allait se passer. On dit « Baptiste, arrête de sacrer. La Yaris, elle n'aime pas ça. » C'est la de Yaris. C'est pas elle qui va m'empêcher de... Puis si j'ai le goût de moi y dire que... Et là, ce qui devait arriver arriva. Pendant l'énervement, Baptiste a accroché le ton 5G. Non seulement c'est entré en conflit avec le système de la Yaris, ça l'a fait disparaître. On est là, 8 gars, dans les airs, qui descendent, comme si on était en parachute, sauf qu'on n'en avait pas des parachutes. Et là, pendant la descente, donc Baptiste, il ne s'est pas calmé, là. Et là, et là, on termine ça, toi, d'un banc de neige, dans la ruelle, juste en arrière de chez nous. Parce que malgré l'énervement, Baptiste avait réussi à la pogner dans la sortie pour Trois-Rivières. Et là, on se relève du banc de neige. Puis on se regarde. On ne savait pas trop ce qui venait de se passer. Puis on est parti chacun chez eux. L'histoire finit de même. Bon, je le sais, là, vous allez peut-être trouver que je la finis plate, cette histoire-là, mais l'original, il finit pas bien mieux que ça, là. Là, qui c'est que je suis, moi, pour refaire la fin? Il ne s'est pas forcé, lui, dans le temps. Je ne me force pas non plus. OK? Donc là, c'est le même, ça finit. Je m'excuse. Peut-être que vous auriez espéré avoir quelque chose de plus élaboré, là, mais je suis désolé. Oh, puis là, tant qu'à être dans les excuses, on va en profiter, là, parce que dans le coin d'où je viens, dans le milieu d'où je viens, on a toujours l'impression qu'on se fait reprocher plein d'affaires. On a toujours l'impression que c'est toujours un reproche par ça. C'est peut-être, il y en a qui disent que c'est juste dans nos têtes. Peut-être. Mais en langue, ça finit par s'installer. Donc, j'ai préparé une lettre d'excuse. Okay, ça va être fait, ça va être réglé. Parce que là, présentement, je ne file pas bien. Puis, si je ne fais pas la lettre d'excuse, je ne filerai pas mieux du reste du spectacle. Donc, je pousse bien d'affaires au prix que vous avez payé. Là. Donc, ça va comme suit. Bon. Je voudrais m'excuser solennellement. Je voudrais m'excuser pour tout et pour rien en même temps. Je voudrais m'excuser pour celui qui parle trop fort. Pour celui qui rit quand il ne faudrait pas. Je voudrais m'excuser pour celui qui n'est pas capable de read the room. Je voudrais m'excuser pour celui qui dit ce qu'il pense juste une fois qu'il est bien sous. Je voudrais m'excuser pour nos tables en mélamine, pour nos rideaux croches puis poussiéreux, pour nos planchers pas lavés puis nos rêves qu'on n'a pas fini de payer. Je voudrais m'excuser pour toutes les fautes de français qu'on fait dans nos textes, pour les mots qu'on choisit mal. Je voudrais m'excuser aussi pour les silences trop longs quand on cherche nos mots. Je voudrais m'excuser de ne pas être assez important, de ne pas être assez cultivé, de ne pas être assez instruit. Je voudrais m'excuser de lire le journal de Montréal. Je voudrais m'excuser de ne pas savoir citer les bons auteurs, de ne pas avoir lu Proust au complet, de connaître des ligands juste de nom. Je voudrais m'excuser, d'avoir appris à vivre sans avoir lu le mode d'emploi. Je voudrais m'excuser de ne pas briller,
Je vous demande pardon. Pardon pour nos manques, nos maladresses, nos mots trop simples, nos vies ordinaires. Pardon de ne pas faire partie du bon monde, de ne pas être celui qui sait toujours quoi dire, comment se tenir et quoi penser. Mais il faut nous comprendre. Il faut nous comprendre, hein? C'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute parce qu'on ne l'a pas eu, le mémo. Le mémo qui dit que c'est vous autres le modèle qu'il faut qu'on suive. On poursuit dans un autre. Ce bout-là, honnêtement, là, même dans les répétitions, je ne savais pas quel ton faire. Faire tout le temps trop agressif, pas assez. Tout ça, surtout que l'histoire qui s'en vient est plus smooth. Fait que la transition est weird. Fait que j'ai décidé comme de faire un procédé théâtral. J'ai comme décroché, je fais semblant de décrocher, mais dans le fond, tout est écrit ou à peu près. Hein? Ceux de théâtre vont aimer ça. Ouais, comme on dit. La prochaine histoire, c'est inspirée de la Dame Blanche. On y va direct. Je voulais faire un petit impro, mais je n'étais pas certain qu'elle allait marcher. C'est une histoire qui s'est passée il n'y a pas longtemps. Ou c'est peut-être une histoire qui se passe présentement ou qui va se passer dans pas long, on ne le sait pas dans le fond. Ce qu'on sait, c'est que cette histoire-là, c'est l'histoire de Blanche. Blanche qui, c'est pas bien important. Parce que Blanche a bien un milieu où est-ce que les noms de famille, les messieurs, les madames, puis les vous, c'était pas en mode. Tout le monde utilisait quasiment juste le prénom, comme si tout le monde dans ce milieu-là venait de Star Academy ou de La Voix. Blanche, elle tient son prénom d'une série populaire des années 90, une série avec Pascal Bussière. Ses parents avaient tellement aimé la série qu'ils avaient décidé de baptiser leur fille de ce nom-là. Blanche, quand elle était jeune, à son école, il y avait eu un incendie. Il avait évacué l'école, puis les médias du coin s'étaient garochés pour aller couvrir l'événement. Et il y a même des journalistes qui ont fait une entrevue avec Blanche. Le soir, quand elle est retournée chez eux, avec toute la famille, elle était dans le salon, devant la TV, pour écouter les nouvelles. Aussitôt que les nouvelles ont été finies, que l'entrevue était passée, les parents de Blanche l'ont pris dans leurs bras, ils l'ont serré fort, ils ont dit à quel point ils l'aimaient, à quel point ils la trouvaient belle, puis fine, puis à quel point il était content pour elle. Suite après, le téléphone s'est mis à sonner. Les oncles, les tantes, les grands-parents, tout le monde voulait parler à Blanche. Tout le monde disait à quel point il était fier d'elle, à quel point il l'aimait. Blanche n'était pas bien vieille à ce moment-là, elle devait avoir 9-10 ans. Mais elle avait déjà fait dans sa vie des affaires pas mal plus compliquées que d'aller à la TV. Et elle avait appris à parler, elle avait appris à marcher, elle avait appris à lire, elle avait appris à écrire, elle avait même appris à faire du vélo. Mais c'est son petit 30 secondes à la TV qui lui a valu ce déluge d'amour et de fierté-là. Et le lendemain à l'école, elle a été nommée l'élève d'honneur de la journée. Le directeur, pour célébrer l'événement, il a payé une poutine. Puis, dans l'après-midi, elle a été présentée à toute l'école qui l'ont applaudi. Et Blanche était contente. Elle ne voulait pas que ça arrête. Elle n'avait jamais eu autant d'amour et de fierté. Elle ne voulait pas que ça arrête, mais les années ont passé. Les années ont passé, puis Blanche n'a jamais retrouvé ce sentiment-là qu'elle avait vécu quand elle passait à la TV. Elle s'est mise à faire des vidéos sur Internet. Elle parlait des voyages, elle parlait de ce qu'elle pensait de la vie, elle parlait des spectacles qu'elle avait vus. C'était super intéressant ce qu'elle faisait. Ouais, elle était suivie par 14 personnes. Il y a même des fois du monde qui envoyait un petit pouce ou un petit cœur. Puis quand elle recevait ça, elle retrouvait un peu de la fierté qu'elle avait eue quand elle était passée en télévision. Mais pour elle, c'était pas assez. 14, un petit pouce, un petit cœur de temps en temps, c'était pas assez. Elle en voulait plus, elle en voulait bien plus que ça. Parce qu'elle l'avait vu, la vidéo là, du bébé chat qui tombe la face endormie dans son bol de lait. Là. Elle l'avait vu, cette vidéo-là, qui avait été vue par 1,5 million de personnes. Elle avait vu que cette vidéo-là avait eu 200 000 commentaires. Et 1,5 million de personnes, 200 000 commentaires. Blanche, elle n'arrivait même pas à imaginer ce que ça pouvait représenter de fierté et d'amour. Pour gagner sa vie, Blanche a travaillé dans un restaurant.
un snack bar. Et là-bas, tout le monde aimait Blanche. Hey, tout le monde la trouvait fine, mais Blanche, on aurait dit qu'elle ne voyait pas ça. Elle en voulait plus, elle voulait plus que ça. À un moment donné, que le restaurant est plein, il y a un monsieur qui rentre. Ah oui, parce que lui, il fallait l'appeler monsieur. C'est Roger qui s'appelait. Roger, il était propriétaire d'une couple de business dans la ville, puis il venait manger une fois par semaine au snack bar. Il commandait toujours la même affaire. Un cheeseburger, pas de cornichon, une grosse poutine, puis un coke. Fait que Blanche, elle y amène sa commande. Roger, il rouvre le cheeseburger pour faire l'inspection, il trouve 2 cornichons. Là, l'histoire ne dit pas qui c'est qui a fait l'erreur, puis je pense que c'est pas ça l'important. Hein, c'est-tu Blanche qui a mal pris la commande, c'est-tu le cuistot qui était dans l'une, on ne le sait pas dans le fond. Ce qu'on sait, c'est que Roger il a pogné son cheeseburger, puis il l'a garoché sur Blanche. Il a pogné la poutine, il a tiré dessus, il a pogné son compte, puis il s'est en allé. Hey, imaginez ça, là, le restaurant est plein. Le restaurant est plein. Blanche est là au milieu de tout ça, avec des restes de poutine, de cheeseburger, puis de coke sur elle. Puis tout le monde regarde ça, puis le monde du restaurant, là, ils ont fait quoi, vous pensez? Hein? Ils ont aidé Blanche, ils l'ont consolé, ils ont pris sa défense. Ben non! Ben non. On est en 2025, ils ont sorti le téléphone, ils ont commencé à filmer. Ils ont filmé ça. Hey, imaginez la scène, là. Blanche est là au milieu de tout ça, il y a du monde qui la filme. Puis là, à un moment donné, il n'y a plus personne qui parle, puis t'entends en arrière du restaurant. Blanche, t'as oublié de m'emmener mon verre d'eau. La journée s'est continuée. Dans la soirée, le patron du restaurant a fini par aboutir. Il voulait savoir ce qui s'était passé. Il en avait vaguement entendu parler. Blanche, elle lui a conté toute l'histoire. Quand elle a eu fini d'y raconter l'histoire, le patron de Blanche a dit qu'elle devrait faire plus attention quand elle prend les commandes des clients. Surtout les commandes des bons clients comme Roger. Là, on va se permettre ici une petite parenthèse. Okay? Ça va être moi qui l'ai écrit, ce texte-là, il y a quand même des bouts qui me choquent. Quand tu vas manger dans le restaurant une fois par semaine, que tu me commandes toujours le trio à 7 piastres, que tu ne laisses jamais de pourboire, puis que tu passes ton temps à chialer, t'es tout sauf un bon client. Bon, c'est fait, c'est dit. Fait que le patron de Blanche, il dit, ouais, mais faites-vous-en pas, Blanche. Faites-vous-en pas. Hein? Je suis un bon patron, j'ai votre sécurité à cœur, c'est ma priorité. On va faire quelque chose pour empêcher que ça se reproduise. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il a appelé la police pour que Blanche loge une plainte contre Roger. Il a banni Roger de son restaurant. Non. Il a pris un papier. Il a pris un crayon, puis il a écrit sur le papier « Très cher client, veuillez prendre note qu'aucun mauvais comportement ne sera toléré envers nos employés, signé la direction. » Puis il a pogné le papier et il a collé sa caisse. Je vous dis qu'après ça, les employés du snack bar, ils se sentaient en sécurité. La journée finie, Blanche est tournée chez eux avec le sentiment d'être invisible, de ne pas exister. Elle a fait une vidéo pour expliquer ce qui s'était passé, une vidéo pour expliquer comment elle se sentait, une vidéo qui a été vue par 7 personnes. Et même quelqu'un qui a envoyé un petit cœur pour la consoler. Mais pendant ce temps-là, ces internets, là, les vidéos que les clients ont tournées, là, eux autres, ça faisait le buzz. Ça faisait le buzz. Hey, du 10, 15, 20 000 vues, des centaines de commentaires. Hey, t'as bien fait de tourner ça, c'est un beau clip, hashtag bon cinéma. Hein? Encore un gros épais qu'on doit dénoncer, hashtag OK Boomer. C'est ça qui arrive quand on mange de la viande, hashtag vegan. Blanche est là devant son ordinateur, avec ses 7 vues puis son petit cœur. Puis là, elle voit tout d'un coup sur les nouvelles, elle voit que la circulation de la ville est complètement bloquée. Complètement bloquée. Il y a un gars qui est monté sur le pont, habillé en Batman. Puis ça a bloqué toute la circulation. Il est monté sur le pont pour protester. Il était dans une cause de divorce, là, puis le juge ne l'avait pas laissé voir son gars aussi souvent qu'il voulait. Fait que là, il voulait protester. Entre vous et moi, je ne suis pas certain que le fait de monter sur un pont, de bloquer la circulation de toute une ville, même si tu étais habillé en Batman, je ne suis pas sûr que ça va lui faire voir son gars plus souvent, mais en tout cas, peu importe. Le lendemain, tout le monde savait c'était qui, ce gars-là.
Tout le monde le connaissait, tout le monde connaissait son nom. Il était partout. Il était sur l'Internet, il était sur la radio, à TV, il était partout. Tout le monde savait c'était qui dans les journaux. Ça a donné une idée à Blanche. Blanche, le lendemain, elle a appelé au restaurant, elle a dit « Je ne pourrais pas rentrer, je suis malade. » Elle est partie à une friperie et elle s'est acheté une grande robe. Une grande robe blanche. Puis toute la journée, elle a envoyé des invitations. Elle a envoyé des invitations sur les Internet. Elle a invité tout le monde. Elle voulait leur offrir ce qu'elle trouvait de plus beau dans la vie. Un lever de soleil en direct. Et durant la nuit, elle part avec sa grande robe blanche sur le dos. Elle part à pied, en direction du pont. Et ceux qui la croisaient, là, ils lui demandaient « Tu t'en vas où? » Blanche elle disait « Je m'en vais devenir une légende. » Elle arrive au pont. Elle arrive au pont, elle s'est rendue compte que ceux qu'elle avait invités, il n'y a personne qui était là. Personne. Juste curieux. Pas grave. Elle monte sur le pont. Et là, les curieux qui étaient autour, là, ils l'ont vu monter, là, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Ils ont sorti le téléphone, ils ont commencé à filmer. Et Blanche, elle monte. Puis là, le monde en dessous la suivait comme ça avec le cellulaire. Elle arrive en haut, elle installe son téléphone sur un trépied. Elle s'installe les bras comme ça en croix, puis elle commence, elle dit « Bonjour, moi, mon nom c'est Blanche, puis je veux vous offrir ce que je trouve de plus beau dans la vie. » Puis là, en bas, pendant ce temps-là, ceux qui filmaient, il y en a un qui a dit « Hey, je pense qu'elle est en train de faire un live. » Et là, tout le monde s'est penché sur le cellulaire pour essayer de voir sur quel réseau elle était pour suivre ça en direct. Et suivre ça en direct. Et là, pendant ce temps-là, en haut, on voit la lumière qui commence, puis tout d'un coup, bang! Le monde sur le cellulaire, il n'y a plus rien. Le live a bloqué. Ils ont levé le regard en haut. Blanche n'était plus là. Ils n'ont pas entendu de cri. Ils n'ont pas entendu de bruit, rien pantoute. Ils n'ont même jamais retrouvé le corps. Une couple de mois plus tard, il y en a qui disaient qu'ils l'avaient vu. Les soirs de pleine lune, ils l'avaient vu sur le pont. Les bras en croix. On pouvait la distinguer. Ceux qui ont filmé ça autour, ils sont partis des podcasts. Hein? Ils ont des centaines d'abonnés qui payent 3 piastres par mois pour connaître les secrets de la mystérieuse femme blanche du pont de la ville. Ils font des épisodes, là, une narration un peu trop dramatique, des photos floues puis des témoignages qui laissent à désirer. Et il y a du monde qui paye pour ça. Il paraît qu'ils vendent même des t-shirts. Ouais, sur le devant, il y a une silhouette blanche, puis en arrière, c'est écrit « Je m'en vais devenir une légende ». Tous ceux qui n'en avaient rien à cirer pendant que Blanche était là, aujourd'hui, gagnent leur vie en racontant la sienne. Moi, ça me fait dire, cette histoire-là, ça me fait réaliser que des Blanches, il y en a partout autour de nous autres. Il y en a autour de nous autres, il y en a dans nos familles, des Blanches. Il y en a au travail, il y en a dans nos amis, il y en a partout. Il y en a du monde qui font du beau puis du bon. Il y en a qui chantent, il y en a qui dansent, il y en a qui écrivent. Il y en a qui font du ménage, il y en a qui servent des clients dans des restaurants, il y en a qui prennent soin des vieux. Il y en a du monde qui font du beau puis du bon. Le problème, c'est qu'on ne les voit pas, ce monde-là. On ne les voit pas parce qu'ils ne sont pas montés sur le pont. On ne les voit pas parce qu'ils n'ont pas la face collée dans nos écrans. Moi, je n'espère rien qu'une affaire. J'espère que ce monde-là, on se rende compte de ce qu'ils font, puis on se rende compte qu'ils existent. Puis j'espère qu'on va s'en rendre compte avant qu'ils deviennent des légendes. Merci. Prochaine histoire. Dans le merveilleux monde des artistes, on a ce qu'on appelle la médiation culturelle. Ça, c'est trouver des moyens d'intégrer les gens dans ce qu'on fait. Puis dans ce cas,
pour les faire participer, pour les faire apprécier davantage leur expérience culturelle. Puis là, moi, éventuellement, je vais demander des subventions pour ce show-là, puis je vais essayer d'avoir des prix. Fait que tu as toujours une petite cause à quelque part. Tu sais, tu remplis ta médiation culturelle, ça paraît bien. Ça paraît bien, puis donc, on va faire la portion médiation culturelle dans cette histoire-là. Vous allez devoir participer, vous allez devoir crier. Ça va? Ça va? Donc, quand vous allez, on peut essayer juste pour être sûr. 1, 2, 3, go! Oh. Je pense, chérie, je pense que les grands prix culturels, c'est pas pour aujourd'hui. Non, on va laisser faire la censure, là. Les gens de gauche, là, vous essayez de vous mettre partout, là. Oh, non, on arrête. Donc, c'est pas grave, on va tenter le coup, puis de toute façon, si jamais vous ne criez pas assez fort, je ne déposerai pas de demande là, pour de prix ou de subvention, là. De toute façon, je ne l'aurais pas eu. Fait que, L'histoire, c'est une histoire qui se passe il y a bien longtemps, parce que ça se passe quand j'étais jeune. Et ça se passe dans les ruelles de mon quartier. Dans Ruelle, j'étais avec ma petite gang, puis dans Ruelle, il y avait plein de maisons, mais au bout de la ruelle, il y avait une maison qui nous faisait particulièrement peur. Une maison, vous la voyez encore, une maison rouge avec des rideaux noirs à la fenêtre du deuxième. C'est le deuxième là, qui nous faisait bien peur. Parce qu'on passait des fois devant cette maison-là, puis on entendait les cris. Et si mon Non, mais, je le sais, là, c'est pas évident de crier au théâtre et d'un spectacle, tout ça. Hey, moi, je me rappelle, à un moment donné, j'ai joué dans un show, là, il y a une madame qui avait osé se déballer un bonbon durant une scène, et que les comédiens en ont parlé pendant 1 mois et demi. Elle aurait tué quelqu'un, je pense que ça aurait été moins grave. Là, on remonte dans le temps, là, où est-ce que, dans le théâtre, là, les gens, ils pouvaient parler, chanter, danser, boire de la bière, ils pouvaient... Ça fait longtemps de ça, là, mais ça a déjà existé, là. Croyez-moi, tu sais, le théâtre, là, on essaie de recréer un peu l'ambiance de ça. Là, c'est votre dernière chance, ça ne marche pas, on va continuer, il y aura juste moins d'effets, là, dans l'histoire, OK? On y va. Non. Non, mais ouais, thank you. Merci beaucoup. Donc, cette maison-là nous faisait peur parce qu'on entendait des cris. Ah, enfin, on va pouvoir la commander l'auto, mon amour. Non. On entendait des fois des cris. Ah, j'avais un petit bout, je faisais crier 3-4 fois, mais il m'a fait peur, fait qu'on va... on va sauter ce bout-là. Donc, on entendait des cris. Puis cette maison-là, c'était la maison de Thomas. Mais en fait, il fallait dire Thomas. Parce que Thomas, c'était un anglophone. Puis Thomas, c'était aussi ce qu'on appelle un ramancheur. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme du ramancheur. Oui, c'est comme un physio, un chiro avant les diplômes puis l'ordre professionnel. C'est vraiment du monde qu'on avait dans les villages qui te replaçait, qui te twistait l'épaule, puis qui te remettait ça tout en place. Bien, Thomas, c'était un ramancheur. Et comme c'était un anglophone, il appelait ça, lui, un bone setter. Bone setter, oui. Puis nous autres, les jeunes, ben, dans la gang, on n'était pas bien familiers avec l'anglais. Fait que quand on entendait bone setter, on comprenait bonhomme setter. Et là, on comprenait ça aussi parce que nos parents, à l'époque, quand ils parlaient de Thomas, de bone setter, la plupart de nos parents avaient un petit lousse dans le dentier ou dans le partiel. Là. Fait que ça faisait une diction un peu douteuse. Là. Des fois, ils disaient Thomas le bone setter. On comprenait bonhomme setter. On comprenait bonhomme setter pour une mauvaise compréhension de l'anglais, une difficulté d'occlusion de la part de nos parents, puis un trop plein d'imagination. Hein? Puis nos parents à l'époque, là, hein, quand ils nous entendaient parler du bonhomme setter, ils ne nous corrigeaient pas, là. Mais non, ils en profitaient. Hey, allez vous coucher, sinon manquez le bonhomme setter, il va vous manger. Rentrez, c'est le temps, sinon le bonhomme setter va vous poigner. On était à l'époque où les parents avaient le droit de traumatiser leurs enfants, surtout si ça pouvait leur donner une petite heure ou deux de break à la fin de la soirée. Je vous dis qu'ils en profitaient parce que ce moyen-là, il était gratis. Fait que toujours est-il que les journées passaient, tout ça, on passait de temps en temps, puis je prends une chance. On entendait des cris. Ah, merci. On entendait des cris. Et puis là, un moment donné, on arrive, une journée, un après-midi, on a vu sortir de la maison du bonhomme setter, on a vu Mme Caroline.
qui était la professeure d'éducation physique de notre école. Elle se tenait l'épaule, puis on avait dit qu'elle avait pleuré. Et là, je vous dis qu'on s'est mis à inventer des histoires sur ça. On a dit qu'elle avait été faite prisonnière par un monstre. Puis on a dit qu'elle avait essayé de s'échapper, puis que là, le monstre l'avait pogné, puis l'avait blessée à l'époque. On a inventé tout plein d'histoires. Puis les histoires ont continué jusqu'au jour où, pendant une course de Big Wheel que j'ai faite avec Thomas Mascotte, j'ai mal négocié le virage. On était juste en arrière de ma cour. Entre la cour et la ruelle, il y avait un poteau d'électricité qui était là. J'ai mal négocié le virage, puis j'ai accroché avec ma main le poteau en question. Et là, j'ai comme les 3 doigts de la main ici qui ont complètement viré de bord. Ça a craqué, ça a viré de bord, ça a fait mal. Ça a fait super mal. Et là, moi, les doigts étaient rendus gros de même. Ils étaient mauve, rouge, jaune, bleu, noir. Ils étaient de toutes les couleurs, puis ils me faisaient mal. Ça me faisait tellement mal, juste à souffler dessus, que je partais à pleurer. J'ai enduré ça. J'ai enduré ça pendant 3 jours, sans aller à l'hôpital. Hein? Parce que dans le temps, on n'allait pas à l'hôpital au moindre petit bobo. Hein. J'ai montré ça à ma mère, puis ma mère a dit « On ne dérange pas les médecins pour ça. Ils ont sûrement des choses pas mal plus importantes à s'occuper. » Fait que je suis là, moi, avec mes doigts qui me font mal, juste à souffler dessus, puis je braille, puis j'ai mal. Puis jusqu'à un moment donné où mon père s'est tanné de m'entendre brailler. Après déjeuner, il s'est levé de la table, puis il a dit « Suis-moi, on va se promener. » Je le suis dehors, je viens pour embarquer dans l'auto. Il dit non, non, on s'en va à pied. On arrive dans la ruelle. Là, on déambulait dans la ruelle comme ça, puis là, tous mes amis étaient sur leur galerie, puis ou dans leur cour, puis ils nous regardaient passer. Ils nous regardaient passer comme s'ils avaient regardé passer un condamné à mort. On avance tranquillement, puis là, mon père, il me tient par la main, puis là, je la vois au bout de la ruelle. La maison rouge avec les rideaux noirs au 2e. Puis là, dans ma tête, ça me dit, ça se peut pas. Mon père n'est pas en train de m'emmener chez le bonhomme 7 heures. Et là, mon père, il me tient par le bras, puis j'essaye de ralentir. Je veux ralentir la cadence, là, pour qu'il ait le temps de changer d'idée. Et là, il se retourne, il prend sa grosse voix, puis il dit, ah ouais! Je ne sais pas vous autres, mais moi, dans le temps, quand mon père prenait sa grosse voix, là, t'étais aussi bien d'obéir. Fait que là, on arrive devant la cour de la maison en question. Mon père s'étire le bras pour ouvrir la porte de la clôture. Ça a fait un grincement, là, comme si c'était la porte d'un vieux château dans lequel il y aurait eu un monstre enfermé depuis des années. Là, en fait, ça n'a pas grincé pantoute, il n'y a pas eu de bruit. Là, il faut que vous compreniez une affaire. Moi, je vous conte cette histoire-là, là, selon mon ressenti de l'époque. Ça n'a rien à voir avec la vérité, là. C'est ce que je ressentais dans ma tête de petit gars de 9 ans. Dans ma tête, ça grichait, mais en tout cas, on part. On arrive dans les escaliers. Mon père, il me fait monter. Il me tient par le bras. On monte l'escalier tranquillement, quasiment au ralenti. Si jamais on fait un film sur ma vie, la musique qui va jouer durant cette scène-là, c'est le début de la chanson Hells Bells des AC/DC. Je nous vois là, on monte l'escalier tranquillement, au ralenti, la caméra qui se resserre tranquillement sur ma face, fait un gros plan et qui montre la petite langue qui coule doucement le long de ma joue. Parce que oui, malgré mon orgueil de petit comme 9 ans, puis malgré la crainte que j'avais de mon père, j'ai braillé à ce moment-là. On continue tranquillement jusqu'au 2e, on arrive à la porte. Mon père cogne à la porte. La porte se rouvre. Et là, tonnerre, éclair, explosion de... Mais non, il n'y a rien eu de ça. Bon, OK, on va régler ça une fois pour toutes. Là. Mais dans ma tête, le petit gars de 9 ans, là, il y avait tout ça. Et là, il y a un petit monsieur qui ouvre la porte et qui nous fait rentrer. Mon père regarde le petit monsieur et il dit « Salut Thomas, c'est lui, mon gars, que je t'ai parlé. » Mon père appelait le bonhomme 7 heures Thomas. Ça doit être parce qu'il n'était pas au courant de toutes les histoires que moi je connaissais. Et là, mon père me regarde et il me dit monte-y tes doigts. Fait que là, je m'avance la main. Puis là, le petit monsieur, parce que oui, dans le fond, le bonhomme 7 heures, c'était juste un petit monsieur. C'était juste un petit monsieur de rien, puis moi, j'étais déçu parce que là, toutes les histoires qu'on avait inventées sur son dos, là, toute la peur qu'on avait eue de lui,
de voir que c'est un petit monsieur de rien, j'étais bien déçu. Mais là, laissez-moi vous dire que la déception a fait place à une douleur extrême dans le temps de le dire. Parce que le petit monsieur en question, il m'a pogné les doigts, il les a serrés, puis il les a tournés dans tous les sens, puis il s'est mis à jouer avec comme si c'était de la pâte à modeler. Avec des doigts qui me faisaient mal juste à souffler dessus. Lui, il est en train de jouer avec ça, puis il tourne à ça d'un bord, puis de l'autre. Puis il tourne à ça. Puis là, pour rajouter le dramatique à toute la scène, là, mon père en qui j'avais confiance, mon père qui normalement aurait dû me défendre dans cette situation-là, mon père, lui, il me tenait par les épaules pour pas que je me débatte. Mon père était rendu complice du bonhomme 7 heures. Pendant que ça se déroulait, puis que dans ma tête de petit gars de 9 ans, je cherchais un moyen pour appeler la police pour qu'ils viennent me sauver, il y a eu tout d'un coup comme un gros crack dans mes doigts. Puis là, le bonhomme 7 heures, il m'a lâché. Il m'a regardé, je l'ai regardé, personne ne parlait. Le gros silence. Puis là, moi, je dois avouer que j'étais mêlé. J'étais mêlé parce que oui, j'ai eu peur, j'ai eu mal, j'ai braillé comme je n'ai jamais braillé de ma vie, mais en même temps, mes doigts me faisaient moins mal. C'est là que mon père, il m'a pris par l'épaule, puis il m'a dit, « Es-tu correct? » Là, je vous dis que l'orgueil de petit gars de 9 ans a rembarqué, j'ai dit à mon père, « Toi, parle-moi plus! » Il est parti à rire. Il a regardé Thomas, il a donné 10 piastres, puis on est sortis. Quand on est arrivé sur la galerie, tous mes amis de la gang étaient sur le bord de la clôture, puis ils nous regardaient, complètement terrorisés. Puis le lendemain, il avait toute hâte de savoir ce qui s'était passé. Fait que je me suis mis à lui conter toute l'histoire. Mais je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, cette journée-là, je pense que j'ai inventé la première fake news de l'histoire de l'humanité. Hey, je les ai parlé du tonnerre, je les ai parlé des éclairs, je les ai parlé de la boucane, je les ai parlé du dragon, du magicien, puis du costume de petit monsieur qu'il fallait se méfier. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est peut-être parce que dans ma tête, de petit gars de 9 ans, il s'était passé bien des affaires que je ne comprenais pas, puis j'essayais de trouver une façon de les expliquer, je ne sais pas. Je suis retourné il n'y a pas longtemps dans le quartier. Je suis retourné, les enfants, ils parlent encore du bonhomme 7 heures. Il y en a qui ont encore peur de ça. Mais Thomas, lui, il ne vit plus là. Il ne vit plus dans le quartier, ça fait un bout de temps. Je pense que j'aurais aimé ça le revoir. J'aurais aimé ça le revoir parce que je l'aurais remercié. Ouais, je l'aurais remercié parce que oui, quand je l'ai vu, j'ai pas aimé ça. C'était pas agréable, j'ai braillé, j'ai eu peur. Je m'en rappelle encore. Mais ça m'a fait réaliser une affaire, par exemple. Ça m'a fait réaliser que des fois dans la vie, tu es pogné d'une situation, tu penses que ça ira pas jamais mieux. Tu penses que tu t'en sortiras pas. Mais la meilleure affaire qui peut t'arriver dans ce moment-là, c'est de rencontrer un ramancheur. Ça risque de faire mal. Tu vas probablement brailler tous les lames de ton corps, tu vas avoir peur. Mais après, il y a des maudites bonnes chances que ça aille mieux. Merci. La prochaine histoire, c'est pas une légende que j'essaie de changer en histoire moderne. C'est une histoire moderne que j'essaie de changer en légende. C'est l'histoire de Tiga. C'est pas l'histoire qui se passe dans l'ancien temps, au beau milieu d'un village où tout était donc beau et tout était donc mieux, non. Non. Cette histoire-là se passe en ville, d'un quartier pauvre. Parce que c'est là que Tiga y habite. Il habite dans un quartier pauvre où il ne se passe pas grand-chose, puis où à chaque fin de mois, tout le monde a la façon. Tiga, il était comme tous les autres petits gars du coin. À l'exception d'une différence physique qu'on pouvait remarquer facilement. Je n'ai pas besoin de vous dire c'est quoi sa fameuse différence, parce que pour le reste de l'histoire, vous allez focuser là-dessus, puis c'est pas ça qui est important. C'est peut-être pas important aujourd'hui, mais je vous dis, dans le temps, quand Tiga était jeune, ça en faisait parler de cette différence. Il se faisait quasiment parler rien que de ça. Puis pas toujours dans des termes polis à part de ça, non. Non. Des insultes, des commentaires, des rires.
Des silences chargés de malaise. Des fois, ça l'affectait au point où il rentrait chez eux en braillant. Sa mère, pour le consoler, il disait « Faites-vous-en pas, ils vont finir par se tanner. » Mais ils ne se sont jamais tannés. Petit gars, lui, il était comme tous les autres petits gars du coin. Tout ce qu'il voulait, c'est être dans la gang, il voulait qu'on l'accepte. Mais il y avait toujours sa maudite différence. Puis comme si c'était pas assez, petit gars, il venait d'un quartier pauvre. Puis ça, que tu le veuilles ou pas, ça te tient en dehors de la gang. Autour du congé des fêtes, ou après les vacances d'été, quand la maîtresse d'école elle demandait « Qu'est-ce que vous avez fait dans vos vacances? Qu'est-ce que vous avez été? Qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau de Noël? » Mais petit gars, il était obligé de s'inventer des vies, il était obligé de mentir, de s'inventer plein de vies, parce que quand il disait la vérité, il avait encore droit aux commentaires, aux insultes, il avait encore droit au rire, il avait encore droit au silence chargé de malaise. Ça a été comme ça longtemps, bien longtemps, trop longtemps, pendant une bonne partie de sa vie. C'est là qu'il s'est mis en retrait, toujours en retrait, en dehors de la gang, en train d'observer ce qui se passait, puis qu'il se disait, en train d'essayer de deviner ce que les autres pouvaient penser ou dire de lui. Ça a été comme ça trop longtemps. Le problème, c'est rendu que même quand ce gars il était tout seul, même quand il n'y avait personne autour de lui qui parlait, le problème, c'était rendu que petit gars, ils entendaient pareil les voix. Ils entendaient les rires, ils entendaient les insultes, ils entendaient les commentaires, ils entendaient aussi les silences. Les maudits silences chargés de malaise. Ça a été comme ça jusqu'à temps qu'il n'en puisse plus. Quelques années plus tard, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus, il était dans son appartement, il a viré tous les meubles à l'envers, en criant et en braillant. Il a viré tous les meubles à l'envers, il est resté là comme ça, au milieu de son appartement. 2-3 semaines peut-être, je ne sais pas. Il était rendu, il sortait juste la nuit pour aller chercher de quoi manger, comme ça il était certain de ne pas croiser personne, puis de ne pas les entendre, les voix, les commentaires, les rires, les insultes, puis surtout, de ne pas entendre les silences chargés de malaise. À un moment donné, il en a eu assez. Il s'est levé, il a ouvert les rideaux. Ça lui a fait du bien, le soleil. Il est sorti puis il s'est retrouvé dans un parc. C'est là qu'une vieille femme est venue le rejoindre, Solange, qu'elle s'appelait. Elle est venue s'asseoir à côté de lui, puis elle lui a demandé comment est-ce qu'il allait. Pour ne pas entendre les voix, pour ne pas lui laisser la chance, ce gars, il s'est mis à compter n'importe quoi, il comptait des histoires, il s'inventait plein de vies pour être sûr qu'il n'y aurait pas de voix qui était pour y parler. À sa grande surprise, Solange a tellement aimé ses histoires quand il a donné rendez-vous le lendemain. Puis le surlendemain d'après. À un moment donné, il était rendu quasiment une quarantaine autour de 10 gars à écouter ses histoires. Même qu'à un moment donné, il y avait un gars dans la gang, Raymond, qui s'appelait. Lui, il dirigeait le musée de la ville. Puis il a demandé à petit gars d'aller conter ses histoires au musée. Et petit gars, il a été engagé comme conteur dans un musée des Trois-Rivières. C'est là qu'il a touché son premier salaire de compteur, un 50$ avec lequel il est allé s'acheter une grosse épicerie. Ouais, parce que dans le temps, on pouvait s'acheter une épicerie avec 50$. Je ne sais pas si à ce soir, il y a du monde qui va avoir la chance d'être la Solange ou le Raymond d'un petit gars ou d'une petite fille de votre entourage. Je vous dirais que si jamais l'occasion se présente, sautez dessus. Parce que ce que vous allez aider à construire, c'est une grande fierté. C'est une confiance. Puis c'est ça qui compte. Dans le fond, c'est ça qui est important. Je ne sais pas ce que ce gars est devenu. Je ne sais pas s'il entend encore les voix. Ils ne sont pas instruits, ce monde-là. Ils savent pas. Ce que je sais, c'est qu'on m'a dit qu'il roulait sa bosse un peu partout dans la région. Ce monde-là, ils boivent trop.
On m'a dit, Ça travaille pas fort. on m'a dit même qu'il s'est trouvé un prénom. PS, smooth. Il avait tellement confiance en lui aujourd'hui qu'il demande au monde de l'appeler monsieur. Passe droit, smooth. Ça c'est pas élevé. Sans l'air qu'il avait même poussé l'audace Juste à jusqu'à se monter un spectacle qu'il a présenté à quelque part d'une salle perdue des Trois-Rivières. prend rien à large, smooth. Ils savent pas comment ça. Je ne sais pas comment cette histoire-là va finir. Ça parle mal, smooth. Je ne sais pas ce que tout ça veut dire dans le fond. Ça c'est pas souvenir en public. Mais je pense que cette histoire-là, dans le fond, ça veut juste nous faire réaliser que un petit gars, ben un petit gars, ça peut devenir un monsieur quand il y a du monde qui sont là pour l'écouter. Mon nom, c'est Monsieur Stéphane. Puis l'histoire que vous venez d'entendre, ben c'est la mienne.